bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Nec Plus Ultra est encore en Inde. Pourquoi? Parce qu'il fait beau et que quand on est ici, on a envie d'y rester. Et puis, vous le savez, j'aime beaucoup mettre en lumière certains talents sommaires. Rencontre avec José Lévy, designer touche-à-tout. Belle tout de suite, ce barachignon a tout bon. Au dîner du SIDAction, la mode du cœur. Nous avons maintenant rendez-vous avec un designer que j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous présenter, José Lévy. Son travail fascine et étonne. Il rentre d'une expérience au Japon et nous raconte tout, rien qu'à nous. José Lévy est un designer touche-à-tout. C'est par la mode qu'il a commencé. Dans les années 1990, le créateur signe plusieurs collections sous son nom. Aujourd'hui, il réalise la scénographie de cette exposition. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me voir imposer un choix de pièces. Samuel, le père, m'a proposé donc tout ce choix de pièces, donc, qui sont des chefs-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre? Qu'est-ce que c'est que la cohabitation justement de ce qui est considéré par les gens qui les possèdent comme des chefs-d'œuvre? Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de présenter une exposition dans une galerie qui ne serait pas à vendre. Donc ce que j'ai pris comme parti pris de base, c'était effectivement de jouer avec l'idée de la diffractation et de l'idée de kaléidoscope d'images. Donc de voir des choses, des pièces, avant peut-être même de vraiment les découvrir. C'était amusant effectivement de jouer avec le rapport formel en occultant l'histoire des pièces. Pointu, José Lévy, oui, mais aussi commercial dans le bon sens du terme. Il a accepté de travailler pour ce grand magasin parisien. Cette exposition donc, a invité 15 designers et chacun a réfléchi à un objet en édition soit limitée, soit illimitée. Moi j'ai travaillé donc sur ces jeux de table qui sont en fait 4 modules qui sont complètement interchangeables. Chacun évoque une forme extrêmement simple qui pourrait être un peu comme un jeu de morpion, enfin quelque chose d'assez simple, ou peut-être ces jeux japonais du temps gras, et ils sont modulables à l'infini. Il a aussi pensé aux petits porte-monnaies. Alors ce sont des bougies, donc il y a 6 bougies, 6 senteurs qui sont d'abord dans un objet un peu particulier, puisque ce sont des bougies qui sont dans un verre ballon, qui est un verre extrêmement simple, qui est un verre presque archétypal et qui évoque déjà quelque chose. Le fait d'avoir déplacé la fonction de ce verre et d'avoir changé, fait qu'il y a ce décalage. Moi, c'est ce moment qui m'intéresse, ce moment où on perçoit l'objet et on comprend qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, qui n'est pas simplement un verre de vin ou un verre d'alcool. Et donc, c'est cette confrontation entre cette idée de la bougie et cette idée. Voici sa dernière exposition, Judoji. C'était le nom de l'entreprise de son grand-père spécialisée dans les équipements d'arts martiaux. Alors l'histoire de cette expo, c'est autour en fait de mon passage à la Villa Kujiyama. La Villa Kujiyama, c'est une résidence d'artistes du ministère des Affaires étrangères à Kyoto. Donc l'histoire de cette exposition, c'est avant la villa, pendant la villa et de retour à Paris après. Voilà, donc c'est ces 3 états. Donc avant, c'est quelques pièces de mon projet de la Villa Kujiyama, en fait, qui consistait à me souvenir des pièces qui avaient marqué mon enfance et des pièces qui appartenaient à mes grands-parents. Ce voyage dans l'espace et dans le temps a une curieuse bande-son. Une musique qui était la musique que j'écoutais au Japon. Quand je suis arrivé, c'était donc en septembre, une chaleur très humide, très forte. Il y avait énormément de bruit d'animaux. La Villa Kujiyama est dans la montagne, donc il fait très humide, très chaud. Et il y avait notamment le bruit des cigales, qui est un bruit assez incroyable. Donc c'est ce bruit qui était assez fort. Et j'arrivais pas à écouter autre chose, parce que c'était tellement entêtant, tellement prenant, c'était vraiment fou. J'ai découvert aussi le gagaku, qui est une musique traditionnelle. Donc voilà, donc cette musique, comme ça, mixe un peu toutes ces musiques et accompagne donc le diaporama. Ces quelques mois au Japon l'ont profondément marqué. Après, c'est donc la 3e partie de l'exposition, où en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait dit avant de partir, qui était que, sur un air un peu solennel, que la villa me changerait, ça serait vraiment, je trouvais que c'était un petit peu exagéré. En fait, non, c'était assez vrai, donc j'étais un peu flottant comme ça, et je m'amuse à imaginer ce tapis, et ce tapis, en fait, c'est comme si tout d'un coup, je voyais un jardin zen dans le bitume parisien. Ces masques sont des souvenirs de son enfance.
Alors ça, c'est en fait un des deux masques no qui m'obsédait quand j'étais petit. C'est vraiment des figures que je voyais chez mes grands-parents. Et en fait, voilà, c'est une extrapolation de ce masque no. Voilà, donc c'est en fait des masques que j'ai agrandis, qui sont des masques en fibre de verre et entièrement tapissés de tatami désossé, en fait, tout à la main. L'idée de mon travail, de toute façon, c'est que ça puisse proposer une interprétation à chacun. C'est pas l'idée que je puisse expliquer, souligner, que ça soit les masques ou que ça soit là, je vous raconte l'histoire, mais en fait, il pourrait très bien être interprété sans connaître cette histoire aussi. Scénographe, designer, artiste, José Lévy déborde de créativité, un talent tout-terrain à suivre même sans VTT. Encore un peu de glamour, nous sommes allés rencontrer Christophe Nicolas Bio dans son bar à Chignon. Son concept, comme l'on dit, fait un tabac. Changer de tête en 10 minutes à peine, c'est possible dans ce salon de coiffure. L'idée de Jean-Christophe Nicolas Bio n'est pas tirée par les cheveux. Il propose des chignons selon le temps et l'argent dont dispose la cliente. Le déclic pour la création de ce concept, ça a été tout simplement de me rendre compte que les femmes étaient de plus en plus pressées, étaient dans un mouvement d'activité de plus en plus intense et qu'elles avaient de moins en moins de temps à consacrer à leurs cheveux. Elles se promènent très souvent avec des cheveux longs qui pendent et je trouvais que c'était dommage quand on a justement, quand on est une femme, quand on a cet attribut de la chevelure, de ne pas pouvoir s'en servir et de s'amuser. Et le déclic a été de mettre en place des techniques que j'emploie lors des backstage de défilés en 2 temps 3 mouvements et de leur permettre de changer de tête sans pour autant y laisser des plumes, c'est-à-dire sans pour autant couper leurs cheveux. Pour lui, le chignon reste la coiffure la plus glamour, un symbole de féminité. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est de travailler sur le principe de l'événement sur lequel la femme va devoir se rendre, ou tout simplement son dress code, ou son envie personnelle, et évidemment que le professionnel, le coiffeur, tienne compte aussi de son physique. Et justement, c'est ce mélange de propositions par rapport à l'époque qu'elle veut adopter, c'est-à-dire style 60, 40, 30, et là on va travailler différentes alternatives, différentes propositions, ce qui fait qu'aucune femme au bar à Chignon Minute sort avec la même tête. Chaque chignon est donc une véritable création. Le salon propose 3 formules, voici la plus rapide. 20 € en 10 minutes, vous avez un chignon qui est fait dans les backstage de défilé pour les créateurs. En 10 minutes, la comprise, Christophe Nicolas Bio propose un chignon un peu flou. Avec une incroyable rapidité, toutes les mèches sont fixées. Une coiffure romantique et décontractée, parfaite pour une soirée entre amis. Pour 40 €, vous avez un chignon cocktail party qui est déjà l'équivalent d'un Audrey Hepburn. Les cheveux sont donc d'abord crêpés pour leur donner plus de volume. Ils sont ensuite enroulés mèche par mèche pour former une banane. Pour un côté un peu rock, ils forment une coque avec les mèches du devant. Parfait pour un cocktail pas trop guindé. Donc pour 30 minutes, vous avez vraiment un chignon digne des grands soirs, les balles, la Calas, Grace Kelly, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Là encore, les cheveux sont crêpés et laqués pour plus de volume. Ils sont ensuite méticuleusement noués à la base de la nuque. Selon l'importance de la chevelure, le coiffeur forme 1 ou 2 chignons.
Il peut même l'accessoiriser avec des épingles décorées. Pour sortir le grand jeu à son amoureux ou pour une soirée de gala, on dit oui à ce chignon. En 30 minutes à peine, on est prête pour le grand soir, enfin presque. Reste à trouver sa robe de bal. Mais à travers ces 3 formules, il y a une multitude justement de chignons. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec le bar à chignon minute, c'était créer un concept temps. Finalement, c'est un concept temps, le bar à chignon, en fonction de sa disponibilité et en fonction aussi de son porte-monnaie. Les femmes pressées se crêperont le chignon pour connaître l'adresse de ce coiffeur. L'élégance ne tient parfois qu'à un cheveu. L'amour est grave, le dîner du SIDAction prouve à nouveau que le luxe est avant tout une histoire de cœur. Cette année, ils ont récolté 728 000 € pour favoriser la recherche. Nous y étions. Pour qu'amour rime seulement avec toujours, la mode se mobilise contre le sida. Comme chaque année depuis 2003, les fonds collectés lors de ce dîner sont reversés au SIDAction. Plus de 700 personnalités ont assisté à l'édition du 24 janvier dernier. Acteurs, présentateurs et créateurs ont rassemblé plus de 728 000 €. La moitié de la somme ira à la recherche, l'autre aux soins et à la prévention. C'est une cause qui lui tient à cœur. Lynn Renaud est vice-présidente du SIDAction, une fondation dirigée par Pierre Berger. L'homme à l'énergie inébranlable. Quand on a des convictions, c'est très facile d'avoir de l'énergie. La plupart des gens n'ont malheureusement pas de convictions. Moi, j'en ai et je les défends. Pierre Berger a la conviction qu'il faut continuer à lutter. La maladie n'a pas disparu. Elle touche près de 150 000 personnes en France. Ce dîner permet de continuer à mobiliser l'opinion. C'est une soirée très importante, annuelle, qui réunit tous les gens de la mode. Et je pense qu'il contribue beaucoup à tout ce qui est fait contre le sida aujourd'hui. Je me sens toujours très bizarrement, enfin très mal à l'aise dans un endroit comme ça avec plein de gens connus, avec beaucoup d'argent et tout ça. Mais c'est le passage obligé voilà, pour récolter les fonds. C'est le dîner où il faut être vu en tous les cas, où il faut voir et être vu. Je pense qu'il y a 2 sentiments. D'un côté, j'ai l'impression que les jeunes n'ont plus du tout conscience de ce que ma génération a pu vivre. Et c'est grave parce que c'est vraiment quelque chose de grave. Avec les progrès de la recherche, certains se veulent optimistes, mais il faut continuer à se protéger. C'est un combat de longue haleine, mais qu'on est presque fini parce que je suis sûre que bientôt ça va trouver les vaccins. En Espagne, je suis aussi très collaboratrice avec les Ventura Clotet, un médecin très puissant de Barcelone, qui est presque sont très proches de trouver les vaccins. Et voilà, j'ai perdu beaucoup d'amis, je suis toujours très, très solidaire parce qu'il faut toujours soutenir cette cause. On doit soutenir cette cause pour laquelle on est depuis beaucoup d'années très fidèles parce que c'est toujours important et il ne faut pas oublier. Et pour qu'on n'oublie pas, et surtout pour les jeunes générations, je pense que c'est important qu'on soit là. J'espère qu'on va faire plein de belles choses ensemble ce soir. On va donner beaucoup d'argent, tous, c'est important. Il y a même des stars de la recherche. Il y a beaucoup de choses à faire, mais surtout il y a de nouvelles pistes d'espoir qui s'ouvrent. Et au fur et à mesure, on les voit se dessiner. On sait que ce n'est pas pour demain, mais on pense même aujourd'hui à éliminer complètement le virus et même à des générations qui naîtront et qui seront sans le risque d'infection. Donc c'est vraiment, on arrive à des nouvelles étapes qui sont pour nous extrêmement importantes. Et il faut que le public le sache, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la mobilisation. Le dîner 2013 était l'occasion de célébrer un bien triste anniversaire. Ce soir, c'est une date importante, historique. Historique parce que c'était il y a 30 ans. En 1983, le monde découvrait le virus. Le sida est une maladie mortelle. Et il ne faut pas l'oublier. Pour Lynn Renaud, c'est le combat de sa vie. Tant que ce combat sera là, j'irai jusqu'au bout
Parce que le sida, c'est loin d'être terminé encore, bien sûr. Il y a des progrès extraordinaires. Et tant mieux, tant mieux. Mais enfin, on meurt encore du sida. Donc il y aura un jour un monde sans sida quand même. Ce sera grâce à vous. Oui. C'est le souhait en tout cas. Ce soir-là, ils sont nombreux à s'être fait photographier en espérant que cela soit la dernière fois. Plus besoin d'un tel dîner dans un monde sans sida. Le luxe est d'abord une histoire de cœur. Merci de votre fidélité, merci au Taj Mahal Palace de Bombay de nous avoir accueillis. On ne se quitte pas en se crêpant le chignon puisque nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde, sur tv5mondeplus.com et sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur puisque le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. Au Salon de la Haute Horlogerie de Genève, cette exposition nous fait remonter le temps. Du cadran solaire à la montre à complications extra plate, la mesure du temps est rythmée par les inventions. L'horlogerie est d'abord fille de l'astronomie. Les hommes commencent à se repérer grâce à la position du soleil. Les marins inventent les premières boussoles. Au XIVe siècle, l'horloge est symbole de puissance et de modernité. Grâce à la miniaturisation des mécanismes, les modèles deviennent plus accessibles et entrent dans les maisons les plus riches. Les premières montres apparaissent au XVIe siècle, richement ornées. Ce ne sont pourtant pas des bijoux de précision, mais l'homme va chercher les complications. La montre-bracelet se développe au XXe siècle. Les innovations s'enchaînent. Cadre étanche, verre résistant, mécanisme plus précis. Les joailliers créent aussi de précieux modèles. L'exposition nous rappelle que, de tout temps, l'innovation a aiguillé l'horlogerie.